Les amis, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Morocars. Et je vous rassure, dans cet épisode, ça va chier. Parce qu'on va parler d'une grande marque. Et cette marque, c'est une marque qui a eu une histoire compliquée. Et bien sûr, très intéressante. J'ai bien évidemment envie de vous parler de la marque Das Porsche. Donc, la suite dans... Eh ben la suite. Donc les amis, je vous parle bien sûr de la marque Porsche qui a été créée de l'idée de monsieur Ferdinand Porsche. On va parler de son histoire à lui, de la marque, et de son histoire, de ce qui s'est passé, des trucs qui n'étaient pas très cool, des petites baiseries qu'il y a eu, et tout ça, ça va arriver dans ce qui va suivre. Donc accrochez-vous bien, prenez-vous une petite boisson, quelque chose à manger, mais c'est maintenant, parce que sinon, on va être lancé. Donc restez accrochés à vos sièges, et suivez ce qui se passe. À toutes. Porsche, ou comme on dit en allemand, Porsche, est une société qu'on appelle Porsche AG ou Porsche AG, qui est un diminutif en allemand qui veut dire une société par action. Bien sûr, c'est une société qui a été, comme je vous le dis, fondée en 1931 par monsieur Ferry Porsche, et bien sûr, dont a pris la relève monsieur Ferry Porsche, pardon. Elle a été créée par monsieur Ferdinand Porsche, puis a pris la relève son fils qui est monsieur Ferry Porsche. Bien évidemment, c'est une entreprise qui pèse une taille colossale, puisqu'on parle d'une entreprise qui fait plus de 17 000 salariés dans le monde. A noter que bien sûr cette marque a fait de très bonnes ventes en 2019, en l'occurrence plus de 280 000 véhicules, et continue à ne faire que ça. Ça bombarde et ça vend ça comme des petits pains, version sur version. Et ça, je vais vous le raconter dans ce qui suit. Bien sûr, il faut faire la distinction entre Porsche AG et Porsche SE Holding, qui sont deux boîtes différentes. Bien sûr. Normal. Bien sûr, l'une est la 10e à avoir intégré le groupe Volkswagen AG, pendant que l'une appartient à la famille Porsche, et qui est ni plus ni moins que la société détentrice par action de biens de la famille Porsche au sein du groupe Volkswagen AG. Et là, il y a une petite baiserie comme je vous ai dit tout à l'heure. Volkswagen AG est la holding, le groupe, mais Porsche SE Holding est l'actionnaire majoritaire de Volkswagen AG. Vous allez me dire, putain, c'est quoi ce bordel et comment ça s'est passé? Eh bien, pour savoir, Morocars, on est là pour ça. Donc, faut rester accroché. Hein? La suite. Bien sûr, avant de parler de l'historique de la société Porsche, il faut que je vous parle d'un truc super important, qu'on appelle la capitalisation. La capitalisation, c'est qui possède quoi. D'accord? Très bien. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une société qu'on appelle Porsche AG, qui fait partie du groupe, et qui est basée à Stuttgart, comme je vous l'ai expliqué tout d'abord en préambule de la vidéo. Maintenant, cette société, il existe une deuxième qu'on appelle Porsche SE Holding, qui elle représente la famille Porsche, et qui détient les actions. D'accord? Les actions de toute la famille Porsche et Piège, parce qu'ils sont de la même famille. Ça aussi, je vais vous le raconter. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant la crise financière de 2009, il s'est passé un petit truc. Malgré que la société pesait plusieurs milliards de dollars, et d'ailleurs, elle a fait plus de 8 millions d'euros de ventes en 2009 ou 2010. 2009, ouais, c'était 2009. Parce que d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à vous parler d'un truc. Vous vous rappelez de la crise qu'il y a eu en 2009, hein? Bordel, soucis, subprime 2008 et tout. Donc, ça nous amène à la chose suivante. Quand il y a la crise, qu'est-ce qu'on fait? On n'achète pas des voitures chères, on achète des voitures pas chères. Donc, Porsche et Volkswagen, Rocket. Donc, finalement, c'est l'inverse qui se passe. C'est Volkswagen qui rachète Porsche. Et il rachète le Porsche AG, qui est la société de fabrication de voitures. Bien sûr, c'est là où, comme je vous l'ai expliqué, il y a la petite baiserie on commence à voir apparaître le fil conducteur. Et bien sûr, il faut se rappeler que Porsche SE est toujours majoritaire chez Volkswagen, et d'ailleurs, à la propriété quasi totale du groupe Volkswagen. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Pour parler de Porsche correctement, il faut parler des débuts. Tout d'abord, on va parler de monsieur Ferdinand Porsche, qui bien sûr, dont la première voiture était la Lauer Porsche, est une voiture qui a été créée par monsieur Ferdinand Porsche au tout début du siècle du 19e, bien sûr, parce que celui-là, on y est déjà. Elle a été créée dans les années 1900. Et bien sûr, le but était de la présenter à l'exposition universelle de 1900, à Paris. On est d'accord, puisque je pense que vous vous rappelez de l'événement. Maintenant, Porsche, sa première voiture, c'est une voiture hybride. On voit bien l'inventeur un peu particulier, un peu torché. Il fait sa voiture, il fait son expo, tout va très bien dans le meilleur des mondes. En 1938, il lance le modèle 64, qui est sa deuxième voiture. Cependant, en 1933, il y a la montée en Allemagne d'un petit parti politique. Hein? Le parti politique du moustachu. Eh oui, le nerveux là. Et qu'est-ce qu'il vient demander à monsieur Ferdinand Porsche? C'est de créer une bagnole. Mais cependant, créer une bagnole pas chère pour tout le monde. Une voiture qui est pour le peuple. Eh ouais.
les pauvres, quoi. Malheureusement. Et cette voiture, c'est l'idée du moustachu. Donc l'autre, ni une ni deux, il va s'exécuter parce qu'à l'époque, le moustachu, il y a des gens derrière lui qui ont des flingues. Donc tu ne peux pas trop discuter. Il lui dit tu fais une voiture pour le peuple, le mec il s'exécute, il crée la coccinelle qu'on appellera la Volkswagen, qui est ni plus ni moins en allemand, voiture du peuple, Volkswagen. Voilà. L'histoire est courte, ça s'arrête là, merci, au revoir. Non je rigole, attendez, ça va pas, vous êtes des fous. L'histoire est beaucoup plus longue que ça, écoutez, la suite. En 1948, Porsche décide de sortir sa troisième voiture qui est ni plus ni moins que la 356, qui est bien sûr une Volkswagen coccinelle qui a été sévèrement modifiée pour bien sûr en faire une voiture assez... Cette voiture a été créée bien sûr à Gudmund, puisque en Autriche, puisque l'usine a été évacuée en 1944, et dû à l'histoire qui s'est passée, hein, qu'on appelle ni plus ni moins que la guerre mondiale, du moins la deuxième, si au cas où vous ne sauriez pas ce que c'était comme événement. Maintenant ce qui se passe c'est que ils en ont sorti pas beaucoup. Et le rêve de Ferdinand Porsche, c'était de revenir en Allemagne et continuer à faire ces petites voiturettes. Donc après la fin de la guerre, il revient en Allemagne et en 1948, il commence à sortir, reproduire des 356 à Zuffenhausen, qui est le siège historique. Maintenant, malheureusement, à cette époque-là, il décède. Et c'est son fils Ferry Porsche qui prend la suite. Et ouais, il faut bien qu'il y ait la génération suivante, son fils Ferry Porsche qui prend la suite et qui décide de sortir la 356 qui sera le quatrième modèle. Et qui est un 4 cylindres à plat conçu par Porsche dans sa totalité et qui est un refroidissement par air. L'une des voitures les plus mythiques et les plus belles de l'imaginaire collectif et de la pensée automobile générale. Maintenant, on va avoir un petit souci et il va falloir prendre sur soi pour les gens qui aiment Porsche. Je vous le dis tout de suite parce qu'on va parler d'un truc un peu sans Scheibel. Porsche n'a pas une histoire totalement reluisante, on est d'accord. Pendant la guerre, Porsche a été obligé de participer à l'effort de guerre. Et l'effort de guerre, pas de n'importe qui. L'effort de guerre de l'Allemagne nazie. Hein? Eh ben oui, faut bien. Quand il y a le moustachu qui gueule derrière ton épaule, tu es obligé de t'exécuter. D'autant plus qu'il a un flingue. Ouais, ça rentre en ligne de compte. Donc, je vous disais, Porsche et son histoire militaire. Première chose, ils vont concevoir le char Jagdpanzer. Attendez, je vais le relire pour être sûr et certain que je néglige pas, enfin j'écorche pas le nom. C'est le Jagdpanzer. Le Jagdpanzer qui est ni plus ni moins que le Panzer éléphant. Autrement appelé bien sûr Ferdinand en référence à son créateur. T'as vu? Ça fait toujours plaisir d'avoir un char à son nom, hein. C'est bien. La suite c'est quoi? C'est que leur histoire militaire continue puisqu'ils participent au développement du Tigre, le Tiger 1, bien sûr. Il participe au développement et au bureau d'études, mais au moment et au moment de l'exécution, c'est une autre société qui prend le marché puisque c'est la société Henschel. Quelques années plus tard, ils font pareil, ils soumissionnent aussi pour développer le Tiger 2, ce qu'ils participent à faire d'ailleurs, mais encore une fois, Henschel leur passe sous le nez en leur prenant le marché. Ça, c'est pas grave, jusque là, ils ont les mains clés. Jusqu'au moment où ils vont développer en totalité le Léopard 1. Là, c'est une autre histoire. D'ailleurs, pour ne pas vous mentir et qui que ce soit qui vous cache le contraire, Porsche participe toujours au développement des chars Léopard en Allemagne. Sauf que maintenant, c'est plus l'Allemagne nazie, donc ils ont les mains propres, ça va pas de souci. Les Léopard 1, ils ont participé au développement, à la création et quelques équipements qui sont de chez eux. Et le Léopard 2, ils ont carrément fait le châssis. Comme ça, c'est plié, c'est carré, on le sait et on l'intègre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la marque. Bien sûr, il faut noter aussi un truc important. Ils ont participé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, ça c'était l'idée du moustachu. Je pense que Porsche était fada, mais pas au point de vouloir... Hein. Ils ont créé le Maus. Un tank, d'ailleurs je vais mettre les images à côté d'autres tanks pour que vous voyez un peu la mégalomanie du gars. Porsche a été très sceptique sur la création de ce tank, il s'est dit, ça va pas marcher. Mais bon, on va lui faire plaisir, il a fait sa merdouille. Bien sûr, l'histoire a prouvé que ça n'a pas marché. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur l'histoire militaire de Porsche. Bien sûr, il y a eu d'autres trucs, je vais essayer de vous les dire aussi. Mais bon, faut bien ce qu'il faut, hein, quand en période de crise, faut bien tirer son épingle du jeu et continuer à manger du pain. Bien sûr, il va falloir se rappeler que Porsche est l'une des rares familles à avoir échappé, surtout Ferdinand, à avoir échappé à un procès suite au procès de Nuremberg qu'il y a eu suite aux petits problèmes nazis qu'on peut qualifier de problème. Hein? À partir de là, il a échappé à un procès, il a continué à faire ses ventes et à produire des chars militaires et encore de l'équipement militaire. Comme quoi, on est incorrigible. Maintenant, s'il y a une année importante après la guerre de laquelle on doit parler, c'est 1963. 1963 qui est l'année où Porsche va dévoiler la 911. Eh ouais, la voiture mythique, hein. La toute première, la beauté, l'icône, Sa Majesté la Porsche 911.
Sauf que ça va pas se passer comme ça tout simplement. Attention, ça va piquer un peu au début. Ils sortent la Porsche 901 et bien sûr, ils se décident, ils vont se dire, on va créer un modèle. Vous me dites, hop hop hop, qu'est-ce que tu viens de dire là, Porsche 901? Donc je vous le disais, 1963, une date historique puisque c'est la date de création de la Porsche 911. Tout a commencé bien sûr par le développement d'un prototype qu'on appellera le prototype T7, qui est ni plus ni moins qu'une évolution de la 356, qui est elle-même une évolution de la coccinelle, sauf que l'évolution là elle est méchante. On fait un truc qui marche bien avec des belles lignes, un beau design et un truc qui marche. D'ailleurs, premier moteur 2 litres, refroidissement air-huile avec le fameux style boxer qui est connu maintenant chez Porsche et qui est devenu une icône aussi dans le temps. Bien évidemment, il faut se rappeler une chose. Cette voiture elle apparaît au tout début. Donc en 63, premier développement, donc apparition d'un modèle sportif. Ils se disent, comme on appelle le bordel, 3 lettres, 3 chiffres, qu'est-ce qu'on fait? Ils se décident, ils se disent, allez banco, 901. 901, ça va, tout va bien, ils se présentent le modèle, ils sont prêts pour l'homologation, et tiens, tout d'un coup, les petits franchouillards, les petits gueulards là, avec leurs petits lions qui arrivent, et puis hop oh, l'ami, ça va pas se passer comme ça. Je t'explique, tous les numéros qui sont à 3 ou 4, avec un 0 central, ça c'est nous. Déposé, machin, breveté. Les mecs chez Porsche, ils se sont dit, ah ouais. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un souci? Bah non, c'est la règle du game, hein. On n'est plus à l'époque de la jungle, donc c'est la règle du game. Ils se disent, bon, tu me changes le 0 en 1, les Allemands ils se font pas chier, ça va vite. Et bien sûr, 911. Sa Majesté la 911. Bien sûr, ce qui nous amène à ce modèle actuel qu'on connaît aujourd'hui dans ses multiples déclinaisons. Et ça, c'est une première étape. On va voir la suite. La suite, fast forward, si on veut avancer dans le temps, dans la timeline, on arrive dans les années 90. Eh ouais, parce que le temps ça avance, c'est pas statique. Et il se passe un truc. Porsche décide de faire une série de mauvaises décisions. D'abord, il décide de créer des modèles avec des moteurs avant. Ensuite, il décide de créer des merdouilles qui avancent pas. Ensuite, il recrée un moteur avant pour un super cruiser genre la 924 et la 968 qui sont des ignominies. Bon, maintenant, elles commencent à reprendre un peu de cote, mais elles sont ignobles. Et ça avance pas. Là, les amateurs de Porsche, ils ont rien compris à leur life, ils étaient complètement déroutés, dégoûtés et désabusés. C'est les 3 mots anglais. Pas mal, hein? Donc, les chutes, des ventes, ça, c'est un cataclysme. À tel point que Toyota décide de racheter Porsche. Les mecs, les Allemands, ils sont comme ça. Mais par contre, il se passe un truc. Les Japonais, ils sont pas bêtes. Ils leur ont conseillé de produire selon la méthode le juste à temps. Ce qui va leur permettre d'économiser du temps, du stockage et de la vitesse de production. Accessoirement de la manœuvre. Bon, les mecs, pas fameux et pas convaincus, ils appliquent quand même la méthode et ils passent d'une production de 120 heures par modèle à 72 heures par modèle. Ils arrivent à réduire le coût de 25%, ce qui est énorme, et réduire aussi le besoin en main d'œuvre de pratiquement 25%. Là, les mecs chez Porsche, ils sont dit, les Japonais, ils en connaissent un rayon quand même. Hein. Eh oui, hein, ils sont pas bêtes, ils font des voitures depuis longtemps. Donc, ils décident bien sûr à avancer sur cette méthode. Et entre-temps, les ingénieurs de chez Porsche, ils vont avoir une mission qui leur a été confiée par le top management qui va leur dire, écoutez les gars, le 911 c'est bien beau, mais c'est cher. Et on peut pas attendre. Des fois, quand c'est la crise, il faut vendre des voitures. Ils ont pour mission de créer ce qu'on appelle un modèle entrée de gamme, qui permet de l'accès chez Porsche sans pour autant atteindre la stratosphère des prix des Porsche à l'époque. Le projet, c'est le projet Porsche Boxster. Et bien sûr, les amateurs de Porsche savent que depuis la création qui a un marché moyen maintenant, c'est un carton, à tel point qu'il y a certains modèles qui sont super recherchés, ils sont plus vendus en occasion qu'à la vente. En W chez les constructeurs, j'entends chez les concessionnaires. Tout ça pour dire que le projet a bien marché. Et d'ailleurs, à tel point que Porsche Boxster a tellement bien marché que même les ventes ont quasi dépassé les 911 à un certain moment. Jusqu'au moment où est arrivé un gars, un gros gars musclé. Le Porsche Cayenne. Ah, on va en parler dans ce qui va suivre. Lui par contre, lui va faire un carton. Maintenant, la date importante qui va suivre, c'est 2005, puisqu'en septembre 2005, Porsche décide d'augmenter sa participation dans le capital de Volkswagen, du groupe Volkswagen. Pour la simple raison qu'ils ont déjà collaboré ensemble, hein, ça vient pas de nulle part. Déjà, ils font partie de la même famille, et en plus, ça vient pas de nulle part, puisque comme je vous l'ai dit, ils ont développé la Volkswagen Porsche 914, qui est ni plus ni moins qu'une petite merdasse, qui marche pas très bien, mais qui a ses petits fans. Ils ont développé l'Audi RS2, et bien sûr la Porsche 924, qui sont des collaborations pas des moindres, puisque c'est des voitures qui ont une certaine aura. À partir de là, ils vont développer aussi le Porsche Cayenne, qui est ni plus ni moins qu'un Volkswagen Touareg. Mais rappelez-moi, je vais vous faire un épisode où je vais vous dire quelles sont les voitures qui sont toutes pareilles en dessous, comme ça, vous savez déjà tout. À partir de là, Porsche détient pratiquement 27,4% du capital et décide de se donner le droit d'aller jusqu'à 29,9%. Vous allez me dire, attends, petite question du fond de la salle. Oui, vas-y, dis-moi. 29,9, mais pourquoi 29,9? Bah ouais, c'est très simple, écoute, je t'explique.
Là, il faut faire attention parce que c'est la loi fiscale allemande. 29,9% parce que 30% est un cas particulier dans la loi allemande. Ils vous disent, si vous êtes actionnaire à 29,9%, vous êtes actionnaire. Si vous êtes actionnaire à 29,9% et que vous dépassez, c'est-à-dire vous montez à 30%, il faut pouvoir être capable de faire une OPA pour racheter toute la boîte. Oui, sinon ça sert à quoi. Donc c'est ce qu'ils vont se dire. Ils vont rester à 29,9% sans les dépasser. Les dépasser les obligerait bien sûr, comme je vous l'ai dit, à faire cette offre publique. En 2006, Porsche décide d'obtenir l'autorisation et demande cette autorisation, l'État lui accorde et elle prend la minorité de blocage chez Volkswagen en prenant ainsi le contrôle. Ce qui va faire chier un petit monsieur qui fait partie de la famille. Mais on va vous raconter ça dans ce qui suit. Bien évidemment, après avoir franchi le cap des 30%, la marque de voitures de sport est contrainte par la réglementation, comme je vous l'ai dit, à tenter une OPA, bien sûr. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite baiserie. Porsche, en proposant délibérément un prix un peu faible pour éviter de se prendre plein la gueule, elle va tomber dans un petit souci. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, en ce moment-là, le groupe tente d'augmenter ses parts. Donc Porsche achète 50,76% et promet de monter à 75% d'ici le 6 janvier 2009. Vous vous rappelez, 2009, la date importante, là où il y a eu la crise. Maintenant, il y a eu la crise en 2009 quand ils tentent d'acquérir la majorité de Volkswagen. Porsche, elle accumule une putain de dette colossale, monumentale. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, ils ont un souci. Pourquoi? Parce que Volkswagen, le titre, s'apprécie en bourse. Et oui, ça prend de la valeur. Maintenant, ce qui se passe, l'État allemand lui dit, écoute, toi déjà, tu vas rentrer pour acheter Volkswagen. Mais dis-moi une chose, les actions que tu as de chez Volkswagen, elles se sont appréciées. Tu ne devrais pas me payer des impôts. Et d'ailleurs, en payant les impôts, tu vas me prouver que tu as l'argent pour l'OPA, que tu n'es pas un petit joueur. Là, ils vont avoir un souci. Parce qu'ils ne peuvent ni prouver la présence de l'argent, ni encore moins expliquer leur dette colossale, qui s'élève à plus de 10 milliards. Donc là, il y a un problème. Bien sûr, tout ça n'est que du goût de M. Ferdinand Piëch, qui est le neveu de Ferdinand Porsche et le cousin de Ferry Porsche, qui est très content puisque lui c'était le développeur et le créateur de la marque Audi et qui fait partie de la famille et qui est en ce moment là patron de Volkswagen et qui n'est pas du tout d'accord de se faire acheter par Porsche. Et lui il est là pour foutre la merde. Donc automatiquement Porsche est mise en face de ses responsabilités et elle est face à l'obligation d'accepter les conditions qui ont été proposées par le Qatar Investment Authority, qui est ni plus ni moins, soit vous fusionnez, soit vous faites faillite. Donc, bien sûr, ils fusionnent et bien sûr, Volkswagen AG devient propriétaire du groupe Porsche AG. Ce qui va faire couler les larmes de Ferdinand, pardon, pas Ferdinand parce qu'il est mort déjà, de Ferry Porsche, et qui va faire sourire Ferdinand Piëch. Mais pas pour longtemps. Ça va venir, la suite aussi est très intéressante puisqu'il y a eu une rebaiserie. Restez en ligne, vous allez voir ce qui se passe. 2010, on va faire un petit survol vite fait des voitures électriques et tout ça, oui, parce que vous savez, j'aime pas trop ça, mais on va en parler parce que c'est normal, c'est inclus dans l'histoire. Dans le challenge Vivendum, en 2011, les voitures électriques sont présentées dans la Boxster E, les versions différentes. En 2015, le salon de l'automobile de Francfort, on présente une voiture qui est la Mission E, qui va être ni plus ni moins que le prototype de la Taycan que vous voyez circuler en ce moment. Taycan. Porsche Taycan. Bon, passons. Ensuite, bien sûr, c'est l'avènement des merveilleux moteurs hybrides. Passons vite fait, ça s'est fait en 2018, c'est pas des trucs transcendants, mais bon, c'est bon à savoir, ils sont en train d'évoluer sur une nouvelle technologie. Maintenant, on va se rappeler d'un truc qui s'est passé en 2015 et qui a impacté tout le groupe Volkswagen AG et toutes les boîtes qui appartiennent au groupe, en l'occurrence Porsche. Il s'agit du fameux Dieselgate. Le Dieselgate, vous me direz c'est quoi? Je vous dirai c'est un événement qui s'est passé entre l'État allemand, l'État américain, Volkswagen, le groupe, parce qu'il y a eu une baiserie au niveau des normes de pollution, de la norme Euro 6. Grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que le groupe Volkswagen utilisait des méthodes mafieuses pour essayer de contourner la loi. Eh ouais, comme quoi en 60 ans, ils n'ont pas changé. Très simple, ils essayaient de monter un logiciel, un logiciel spécifique qui était monté sur la voiture pour gérer l'électronique embarquée et gérer le fonctionnement du véhicule. Néanmoins, il l'avait équipé d'une backdoor qui lui permettait de se rendre compte à quel moment il était en laboratoire, dans des conditions de laboratoire, pour produire 40 fois moins de NOx et de gaz nocifs pour la santé, et aussi produire 40 fois moins de consommation et de normes standards. C'est à ce moment-là que, bien sûr, ils vont se faire lever par le collectif d'étudiants et d'universités qui ont fait l'enquête, et ils vont se faire lever aussi par l'État américain qui va les fusiller d'une amende stratosphérique. Et Porsche, bien sûr, va en prendre plein la gueule puisqu'ils vont être obligés de rappeler 22 000 Porsche Cayenne équipés du V6 3 litres de chez Volkswagen. Ils vont rappeler des Audi fabriqués selon la norme Euro 6. Ils vont rappeler des Porsche Macan 53 000, des Porsche Cayenne 6300 2018. C'est un bordel gigantesque, ça leur a coûté la peau du cul. Et bien sûr, on en a même quelques-uns dont le fameux Jörg Kerner, ex-responsable des moteurs chez Porsche, qui a fini en prison. Comme quoi, des fois, il faut faire gaffe, hein, on joue avec le feu. Bon,
Ça, c'est la grosse polémique qu'il y a. Bien évidemment, la seconde polémique qu'on pourra ajouter au problème qui s'est passé concernant le Dieselgate et qui a inclus dans le groupe Volkswagen la marque Porsche, il faudra prendre en considération le problème qui a été relevé aux États-Unis par la Société de protection des consommateurs qu'on appellera la CPSC aux États-Unis, et qui, bien sûr, comme vous le savez, un problème n'arrive jamais seul, a décidé de dire à Porsche de rappeler plus de 1700 exemplaires de ses voitures. Vous me direz lesquelles? Je vous dis, c'est des petites voitures en bois. Des jouets pour enfants. Eh ouais, même là, ils se sont gourés, c'est con. Et ils ont ramené, ils ont obligé de rapatrier ces voitures-là parce qu'elles avaient les roues qui se détachent et qui constituent un danger pour les enfants et pour le nourrisson. Donc, même les voitures en bois, rappelez. Comme quoi, les merdes ça arrive, shit happens. Parlons maintenant d'une période assez particulière pour Porsche puisque c'est une période qui va connaître parmi les premiers succès, c'est-à-dire la période des années 50, années 70. Tout d'abord la course d'endurance avec les 24 heures du Mans, qui est particulièrement réussi à Porsche puisque ça lui a permis de se placer et spécifiquement de se placer 19 fois d'affilée, avec 19 victoires. La marque permet à son modèle iconique de se faire connaître à travers ses victoires, qui est le modèle 917 avec son moteur V12 hurlant, que tout le monde connaît bien sûr, et ses fameux 560 chevaux pour l'époque, qui était un missile stratosphérique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Porsche débute le Mans dans les années 50, avec 1951, avec la catégorie S, c'est la catégorie S1, des Porsche 356/4 SL qui sont des Porsche dédiés à ce genre de catégorie durant toute l'année 1950 avec des victoires plus ou moins visibles, pas trop au début. Bien sûr, lors du championnat du monde des voitures de sport vers la fin des années 60, Porsche avec sa 908 commence à montrer le bout de son nez et commence à imposer son rythme. Elle termine en haut des classements et en 1969 remporte le championnat des voitures de sport. En 70, c'est la cata. Il se débrouille pour mettre tout le monde par terre et s'impose avec la 917K qui s'impose au Mans avec la Porsche KG Salzburg et remporte bien sûr le WSC avec la 917K, la 917L, la 908 et la 908 Sage-Pro. Comme quoi, ils sont pas venus pour enfiler des perles. En 1971 commence la fameuse série des victoires hallucinantes, c'est-à-dire en 1971, 76, 77 et 79. Porsche s'impose avec le nouveau 917K et la 936 avec une victoire surprenante en 1979 et avec, je vous le donne en 1000, la 935 4-3. Un putain d'avion de chasse. Eh ouais, je vous l'ai dit, ils sont pas là pour enfiler des perles. Bien sûr, elle remporte le championnat du monde d'endurance dans de nombreuses reprises et dans des catégories plus nombreuses les unes que les autres. Ça m'étonne avec une marque qui a un seul modèle, je sais pas comment ils font. Bon, ça c'est Porsche. Et bien sûr, ça continue jusque dans les années 70. Maintenant les amis, on va parler d'une période assez spécifique pour Porsche qui est la période de la domination, où leur domination va commencer, c'est-à-dire les années 1980-1988. Et là je vais me permettre de me baser sur mes petites notes parce que l'histoire est un peu... il faut que je vous donne des détails. Donc suivez bien et dites-moi ce que vous en pensez. En 1980, la Porsche 908 sous les couleurs de Martini Racing, qui est l'ultime favorite à ce moment-là en 1980. Attention, il n'y a personne d'autre. Elle est au Mans et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Elle se fait abattre. Elle se fait abattre par Jean Rondeau et sa nouvelle Rondeau, la Rondeau M379B, qui est ni plus ni moins que cette voiture. La Rondeau, bien sûr, elle efface tout le monde sur la grille et Porsche sont pas très contents. D'ailleurs, ils ont des boules comme ça. Après cette victoire en 1981 avec la Porsche 1936, puisqu'ils sont arrivés à remonter, le Porsche System commence à lancer ce qu'on appelle la remplaçante, la Porsche 956, qui est cette fois-ci une véritable machine de guerre à gagner des courses. Puisque la 956 écrase la concurrence totalement, en l'occurrence Lancia qui était victorieuse en 82 et 83, et Porsche bien sûr dans sa grande mansuétude décide de boycotter les 24 heures du Mans de 84 pour se plaindre d'une soi-disant réglementation. La drama chez les constructeurs de voitures, c'est la drama, hein, c'est pire que ce que vous voyez dans les feuilletons turcs. Bon, tout ça, même si Porsche décide de ne pas y participer, elle est représentée par le team Joest de Joest, qui est représentatif avec la Porsche 956 à l'édition 82. Et bien sûr, ils auront une série de victoires de 82 à 86. La 956 remporte bien évidemment le WSC en 85 et se verra remplacée par la 962, qui est une évolution de la 956. Elle remporte quant à elle l'édition 1986 et la 956 continue sa carrière bien comme il faut avec des équipes privées et plus de la moitié du plateau qui est composé que de Porsche, pour vous dire à quel point ils arrivent à remplir les courses même s'ils n'ont pas beaucoup de modèles. Hein, beaucoup de modèles? On va y revenir cette histoire de beaucoup de modèles. On a l'impression qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais putain ce qu'ils sont arrivés à faire comme version. D'accord. En 86, il faut voir aussi la montée en puissance de Jaguar qui arrive en 1987 à gagner en 86 Le Mans et gagner l'édition de 87 aussi. Le fameux 87 où il y a le duel entre Jaguar et Porsche qui atteint son sommet puisque bien sûr on verra sur le plateau la 962 qui s'impose et bien sûr face à la Jaguar qui est victorieuse du championnat du monde de voitures de sport en 1988.
C'est Jaguar qui prend sa revanche en 1988 également sur les 24 heures du Mans, en gagnant la WSC avec une voiture qui est ni plus ni moins que l'une des meilleures voitures de course jamais produites par Jaguar, qui est bien sûr la XJR9, celle-là. D'accord? Ça se passe en 88. Porsche, bien sûr, participe à ces dernières courses du 24 heures du Mans en tant qu'équipe d'usine, puisqu'il a continué à y avoir des équipes privées. L'équipe Joest Racing et Porsche Kremer Racing continuent quant à eux à faire tourner des Porsche jusqu'à la fin des années 80, avec des résultats non des moindres. Et au début des années 90, bien sûr, ça sera la fin du roulage de ces deux véhicules mythiques, dont tout le monde se rappelle qu'ils sont des véhicules, celle-là et celle-là, qui sont dans le cœur des amateurs de voitures de course. Ils les ont fait rouler jusqu'à la limite de possibilité de roulage du modèle 962. Réglementation oblige. Maintenant les amis, on va faire un petit coup de loupe sur une période spécifique qui est de 89 à 95 où spécifiquement s'est passé une chose en 94, puisque à la suite d'un changement d'une réglementation dans le groupe C et qui a vu disparaître le dit groupe, d'ailleurs un de ces quatre, je vous ferai une vidéo sur certains groupes de ces groupes pour vous expliquer à quel point ils étaient barges, parce que vous savez, les courses automobiles, il y a des groupes A, B, C, machin, bon, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo, mais il y a certains groupes où c'était des malades, en l'occurrence le groupe B et le groupe C, et il va falloir que je vous en parle un jour. Bon, tout ça pour vous dire, la disparition du groupe C, et bien sûr ça a amené dans son sillon la disparition de plein de marques qui n'avaient d'autre choix que d'arrêter la compétition parce qu'ils savaient faire que ça. En l'occurrence, il y a eu la disparition de plusieurs marques, Jaguar, Peugeot, Mazda, Toyota, Mercedes, Nissan, et les grands victorieux, c'est ceux qui sont restés, c'est la collaboration Le Dower Porsche, puisque Le Dower Porsche inscrit la GT1. La GT1 qui n'est ni plus ni moins qu'une évolution technique de la 962, mais pas plus que ça. Aux yeux de la réglementation. Par contre, chez Porsche, c'était des avionnés. Ils ont fait un proto. Ils sont allés chercher la limite des autorisations possibles dans la catégorie, dans la nouvelle catégorie et le changement. Et ils ont créé un truc fait pour ça. Une machine formidable qui a, bien sûr, démonté tout le monde. Faut dire aussi que tout le plateau était essoufflé à l'époque. Toutes les voitures commençaient à arriver au bout de leur compétitivité puisque les technologies avaient évolué. Tout ça pour dire quoi? Pour dire une chose. La dernière année de 94 où Porsche va gagner avec le Dower Porsche GT1, ça va être l'année où on va assister à une course des 24 heures du Mans parmi les plus belles du monde, puisqu'il y a eu une grosse bataille avec Toyota. Toyota qui avait présenté à ce moment-là la Toyota 94 CV, qui était cette voiture de course là. Et ils se sont tirés la bourre jusqu'à la dernière minute de cette course des 24 heures du Mans, où bien sûr Porsche avec le Dower Porsche GT1 a fait une très très belle victoire. Les amis, vous expliquer un truc. Quand vous voyez une grosse boîte comme Porsche, vous dites c'est bon, il y a de la thune. Non, non, même eux, ils doivent faire des choix. Tu vois, quand toi, tu décides d'acheter soit des bananes, soit des pommes pour essayer de prendre les moins chers, et ben eux aussi, ils ont des fois des choix à faire. En l'occurrence, je m'explique. En 2005, c'est la période 2005-2010 de laquelle je vous parle. Et en 2005, ce qui se passe, Porsche lance le programme de développement de la Porsche de course qu'on appellera la Porsche GT1. D'accord? Ils sont représentés aussi par le team Joest Racing. Le problème, c'est quoi? C'est que la Porsche s'impose en 86 et en 97. Mais pas avec la GT1 de chez Porsche d'usine. Elle s'impose avec l'écurie TWR Porsche Racing. Et là, bon, Porsche, ça leur pose un peu des questions. Parce qu'ils se sont dit, nous, on a mis la 901 GTR. Comment ça se fait qu'on ne gagne pas alors qu'on a l'argent de la boîte? Eh bien, ils ne gagnent pas parce que la voiture a un abandon en dernière phase de course parce qu'elle n'est pas fiable. Bon, là, ils ont compris. En 98, ils arrivent avec la GT1 qui a été deuxième mouture renouvelée. Et là, par contre, elle va avoir une putain de fiabilité, la bagnole. Ah ouais. La GT1/98, ça, c'est de la bombe atomique. Très fiable, elle profite bien sûr de la fiabilité, de la manque de fiabilité d'autres marques, hein, puisqu'elle leur va en mettre plein la gueule. En l'occurrence, Mercedes avec la CLK GTR et la CLK LM, qui ont posé problème. La Toyota One qu'on a vu dans Gran Turismo, qui elle aussi avait des soucis. Et enfin, les BMW V12 qui à leur tour, c'est quoi cette grammaire de à son tour, qui à leur tour ont eu des soucis, en l'occurrence des soucis dus tout simplement à la fiabilité du V12. V12 qui était équipé sur les McLaren, on en a parlé dans l'épisode McLaren, allez le voir. Hop, temps de finir celui-là, ensuite tu vas voir l'épisode McLaren, tu ne coupes pas le truc. Hein. Attention, je te vois. Donc, j'en étais où? Oui, et on en arrive au fait qu'à un certain moment, Porsche décide de développer des voitures pour la catégorie GT1. Jusqu'au moment où il se passe un truc. Après avoir participé en 99 à la catégorie FIA GT, une réglementation qui change, et ils se rendent compte que tout simplement, s'ils essayent de développer une voiture pour le GT1, c'est une catégorie qui ne cherche pas trop à défendre parce que ça coûte trop cher. Et ils se sont dit, on va développer plus la catégorie LMGTP, qui est une catégorie différente pour des voitures proto. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident de développer ça et ils se disent, on va développer la LMP 2000, qui est plus connue communément à l'intérieur de l'usine sous le nom de code 93R. Cette voiture a été co-développée, co-élaborée par bien sûr McNish et Wolek. Je vais vous dire exactement qui sont ces personnes. Et bien sûr, après avoir participé au développement, ils se sont rendus compte que le projet allait coûter assez conséquent.
Et c'est à ce moment-là que Porsche décide de faire une bonne réflexion, d'arrêter ce projet, de ne pas le montrer, de ne pas le dévoiler au public. Et cette voiture ne verra jamais le jour parce que Porsche a décidé d'utiliser les fonds dédiés au développement de la LMP 2000 à développer Porsche Cayenne. Ah, c'est vrai, on n'en avait pas parlé lui du Porsche Cayenne. Ça va venir, il arrive. L'histoire de Porsche est longue et il s'est passé des bénévoles. Donc, restez sur la ligne comme ça, vous le ratez rien. Là, les amis, on va parler de la période en LMP2 2005-2010, puisqu'en 2005, Porsche lance le programme Porsche RS Spyder Prototype, dont puisqu'ils ont abandonné la LMP 2000. Et elle fait carrière aux États-Unis dans ce qu'on appelle la compétition ALMS, avec l'aide du groupe et du team Penske Racing. D'ailleurs, la Porsche Penske Racing, qui est connue. Celle-là. D'accord. Ça s'est fait jusqu'à la fin de saison 2005. La Porsche RS Spyder est quant à elle championne en LMP2, en ALMS en 2006, 2007, 2008 et bien sûr aussi en Le Mans Series en 2008. La RS Spyder la même année remporte les 12 heures de Sebring au classement général. Elle termine devant l'Audi R8 TDI qui est l'une des voitures les plus fiables d'endurance jamais produite par qui que ce soit. Et en diesel, bien sûr, parce que c'était l'époque des diesels. En 2008-2009, la RS Spyder continue à remporter des LMP2. Et elle termine sa carrière en 2010 avec sa victoire, l'ultime victoire de ce modèle-là à la course du Mospa. Maintenant, il faut parler de la période 2014-2017. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2011, Porsche annonce son grand retour dans les 24 heures du Mans dans les courses d'endurance. Et en endurance en 2014, avec la Porsche 919, qui utilise ni plus ni moins qu'un système hybride. Eux, ils sont arrivés à la fleur au fusil en se disant système hybride. Sauf qu'ils sont arrivés, ils ont croisé deux gars qui étaient déjà là en hybride, les Toyota et les Audi, qui font partie du même groupe. Ils se sont rien dit, ils sont arrivés, ils se sont croisés avec les mêmes systèmes. Enfin, sensiblement les mêmes. Donc, tout ça pour dire qu'ils arrivent en course d'endurance en hybride, en 2014, et la marque, bien sûr, elle est marquée par la domination de Toyota qui, elle, est en train de terrasser tout le monde pendant les championnats du Mans. Les deux 919 hybrides qui sont engagés sont nettement moins rapides que les Toyota puisqu'ils se font défoncer sur les lignes droites. Bien sûr, Porsche réussit à pointer en tête à 2 heures de l'arrivée étalonné par une Audi. Et malheureusement, son moteur claque à 2 heures de l'arrivée de la course. Et il se voit siphonné par l'Audi qui arrive à balle derrière. Tu sais, un coup de phare, pousse-moi, avec le coude à la portière. Bien sûr, Porsche n'arrivera pas à faire de victoire durant ce championnat jusqu'à la dernière course. Ils ont eu besoin de toute l'année pour améliorer la voiture, puisqu'ils seront finalement pas classés du tout pendant tout l'ensemble du championnat. D'abord la première Porsche qui va se retrouver défoncée parce qu'elle ne sera pas classée parce qu'elle aura perdu son moteur, et la deuxième qui arrive 11e du classement, c'est-à-dire pas classée, 11e c'est rien. La 919 hybride décroche finalement sa première victoire à la fin du championnat, c'est-à-dire à la course de Sao Paulo, au Brésil, et bien sûr ça sera une manche non décisive. En 2015, ils revoient leur copie et ils se rendent compte qu'ils avaient un petit peu merdouillé. Donc ils poursuivent leur engagement au championnat du monde d'endurance et remportent pour la 17e fois les 24 heures du Mans avec un doublé cette fois-ci. Les deux Porsche 919 hybrides sont victorieuses face au Audi avec une course impeccable sans le moindre pet, ne serait-ce qu'un pneu dégonflé. Donc c'est Porsche, on est d'accord. Les courses suivantes seront tout autant couronnées de succès, on est d'accord. Ils vont faire des grosses victoires partout et bien sûr se faire couronner champion à la dernière course qui sont les 6 heures de Shanghai en novembre 2015. Il s'agit bien sûr de son 13e titre victorieux chez Porsche, ça leur fait beaucoup plaisir, d'autant plus qu'ils ne l'avaient pas eu depuis 86. Hein, ça a fait un moment quand même. Ils sont victorieux aussi en LMP1, donc un succès total en endurance pour la marque allemande, ce qui fait gravir leur ego. En 2016, Porsche remporte également les 24 heures du Mans avec la 919 numéro 2, qui s'impose bien sûr miraculeusement face à une Toyota numéro 5 victime d'une panne qui l'oblige à s'arrêter, et seulement 3 minutes de la course, seulement 3 minutes de la fin de la course. C'est donc pour Porsche une 18e victoire qui signe ici avec une Porsche magnifique qui a très bien roulé aux 24 heures du Mans. La deuxième consécutive depuis le retour. Le constructeur remporte également les 24 heures de Sebring, remporte les 12 heures de Spa, les 6 heures de Shanghai. Bien sûr, le constructeur remporte finalement 6 des 9 manches du championnat du monde et se retrouve couronné champion cette année-là, à la fin, comme d'habitude, avec les 6 heures de Shanghai. Après un an de cela, le 18 juillet 2017, Porsche remporte la 3e fois consécutive et puis la 19e fois de son histoire, les 24 heures du Mans. Je pense que maintenant Porsche n'a plus rien à prouver sur les 24 heures et c'est là qu'ils se disent qu'ils vont mettre un terme à leur carrière en compétition dans les 24 heures du Mans en 2017 pour se concentrer sur autre chose. Ils n'ont plus rien à prouver. C'est normal. Normalement les amis, dans ce qui doit suivre, je dois vous parler de la catégorie qui est responsable de quoi, qui possède quoi. Je vais vous dire normalement, je suis censé vous dire qui sont les dirigeants de l'entreprise.
Mais à part la famille Porsche et Piège, le reste on s'en fout frère. Écoute, si ça t'intéresse, tu vas aller sur Google. Moi je suis pas là pour te dire qui sont les propriétaires, moi je suis là pour t'amuser un petit peu, te divertir. Donc les dirigeants, on s'en fout. Eh ouais, on va regarder les trucs qui nous intéressent. De toute façon, si vous voulez vraiment voir, vous irez sur Google et vous direz. Le plus important, c'est qu'il faut se rappeler famille Piège et famille Porsche. Maintenant, ce qui est par contre important, c'est qu'il faut savoir qu'il y a plein de constructeurs qui vous disent ouais, moi je fais tout en interne, je fabrique, je machin. Non, 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 non. Ce qui est important à noter, c'est Porsche et les conseils qu'elle a fournis à plusieurs marques. Eh ben oui, bien je te dis. Porsche a fourni des conseils à plusieurs marques. Parce que des fois, certaines marques n'avaient pas les bureaux d'études suffisants avec des bons ingénieurs pour développer les trucs auxquels ils pensaient. Et ils avaient besoin de Porsche. En l'occurrence, les marques suivantes. D'abord Studebaker, qui est une marque américaine qui mériterait un épisode à elle toute seule. La société Roof, pour les amateurs de voitures qui savent ce que c'est, qui sont des Porsche, qui ressemblent à des Porsche mais qui ne sont pas des Porsche. Oui, oui, ça mérite une vidéo aussi, là encore toute seule. Seat, Daewoo, Mercedes, Peugeot, Lada, Audi. Et même Subaru, sa mère. Et ouais, parce que les moteurs boxeurs, c'est qui les spécialistes? C'est Porsche. Donc Subaru, boxeur, c'est Porsche. Ouais, monsieur. Et bien sûr, enfin, une marque de moto pour les amateurs de moto comme moi. Une marque qui n'aurait pas pu continuer à exister si ce n'était l'intervention de Porsche qui les a aidés à développer des nouveaux modèles, à créer de nouveaux trucs et à gérer leur putain de société. C'est la marque des baignoires à guidon que je n'aime pas du tout, qu'on appellera Harley Davidson. Je suis vraiment désolé les Harleystes. Je sais. Insultez-moi si vous voulez sur internet. C'est pas grave. Mais j'aime pas les Harley, frère. C'est joli à voir. Mais voilà. Tout ça pour dire. Je rigole, hein, je rigole, hein, je vous aime beaucoup. Tout ça pour dire que sans Porsche, Harley moderne n'aurait peut-être jamais existé. Comme quoi, on voit la patte de Porsche un peu partout. Bon, là les amis, je suis censé vous parler du capital de Porsche, des ventes, des bénéfices et des chiffres. Mais putain, ce qu'on va se faire chier à part les chiffres. Bon. Non, on va simplifier. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2003, les Porsche vendaient 71 000 voitures par an. Maintenant, ils en vendent plus de 265 000. Eh ouais. Tout ça pour résumer, il faut dire que leurs ventes et leur chiffre d'affaires et leur nombre de vendus ont été multipliés par 11 tout simplement, pour faire court. Voilà. Et voilà une catégorie qui est pliée. On va passer à la suite. Maintenant les amis, il est impertant. Il est impertant. C'est pas bientôt fini ces conneries là. Ouais, je sais. Les amis, il est important de vous parler du logo. D'où ça vient. On va tout de suite démystifier. Le cheval qui est au milieu n'a rien à voir avec Ferrari. Hein. Qu'on soit clair. Maintenant, back. Ce logo, il a changé pratiquement 6 fois depuis sa création en 1954 et jusqu'à sa dernière version en 2023. D'abord, le logo que vous voyez ici n'est que la décomposition des 3 logos. Celui-là et celui-là. D'accord. À quoi ça sert? Tout d'abord, celui-là, le cheval, qui est le blason de Stuttgart. Le blason de la ville de Stuttgart. D'accord? Qui est un blason qui est d'abord un logo héraldique décomposé. D'accord, qui est un éclaté de 3 logos, comme je vous l'ai expliqué, en l'occurrence le blason de Stuttgart, le drapeau de l'État populaire libre de Württemberg, la région de Württemberg, et bien sûr celui-là, qui est le blason de l'armoirie et l'armoirie familiale de Württemberg, la famille qui était dominante à l'époque dans la région. Donc, le blason Württemberg, le blason de l'État libre de Württemberg, et bien sûr le cheval de Stuttgart, qui représente les armoiries de la famille, bien évidemment. C'est ce qui donne le fameux logo de Porsche. Là les amis, je vais vous dire, Porsche, elle fait dans l'agriculture. Tu me dis quoi? Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Ben ouais, ferme ta gueule, écoute, ferme ta gueule. Porsche a fait de l'agriculture. Eh ouais. Et ils ont fait des tracteurs, surtout. Ils en ont rien à foutre, je te dis, ils cherchent l'argent, ils en ont rien à foutre. Ils n'étaient pas passionnés au début, ils cherchent la thune. Comme toutes les sociétés, attention, hein. Passionnés mais ils cherchent la thune. Donc ils ont fait des tracteurs qui sont maintenant des objets de collection puisqu'ils ne en font plus, mais qui sont très recherchés par les collectionneurs agriculteurs. En l'occurrence les Porsche qu'on connaît, qui sont les 4 versions, celui-là et celui-là. D'accord. Tout d'abord le Porsche Junior monocylindre, ensuite le Porsche Standard bicylindre, ensuite le Porsche Master 3 cylindres, non pardon 4 cylindres, parce qu'ils ont essayé toutes les architectures de 1 à 4. Et bien sûr enfin le Porsche Super 3 cylindres. Sommet de l'équilibrage sur les moteurs, hein. Donc des purs objets de collection qui sont ces jolis tracteurs très très mignons. Ça tracte plus grand chose, mais en tout cas maintenant, ça a quand même ça a eu son petit moment de gloire. Et c'est joli à faire déco, c'est une belle baraque. Et ouais. Là les amis, vous commencez à prendre l'habitude sur Moroccar, surtout les épisodes Car Story où je vous parle des histoires de marques, etc. On arrive à un moment fatidique où il va falloir que je vous parle des modèles. Dans ma tête, il y avait 2 Mehdi. Le premier qui se disait « Allez, Porsche c'est cool, il y a 3-4 modèles, tu vas en parler vite fait, et puis c'est plié. » Et de l'autre côté, il y a l'ingé, l'amoureux de voiture, l'historien fou furieux qui connaît les détails de tout, tu vois.
Et lui, il va venir te dire, hop, 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 hop. Tu es malade ou quoi? Depuis que Porsche a fait des moteurs routiers et des voitures routières jusqu'à maintenant, ils en ont fait plus de 110 modèles. Tu vas tous les énumérer en voix off ou en voix face caméra. Tu vas faire chier tout le monde avec ta merde. Non, 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 non. Donc, j'ai décidé de vous choisir la crème de la crème. De vous choisir le must du must et on va essayer de choisir par année les modèles les plus spécifiques et les modèles qui ont constitué un tournant chez Porsche. Bien sûr, on va prendre que les plus belles, que les plus jolies, que les plus chères, que les plus puissantes pour éviter de se prendre le cul avec ce qui reste. Bien sûr, si vous êtes curieux et aficionado, je compte sur vous. Vous savez très bien où aller chercher sur le site de Porsche, Google, Wiki. Vous avez des informations partout. Il y a d'autres youtubeurs, qui sont encore meilleurs que moi, qui ont fait des vidéos de ouf sur Porsche. Donc, nous on est là pour rigoler, donc on va se tirer un peu la boue. Je sais pas, comme je vous l'ai dit, si je vais le faire face cam ou en voix off. Tout ce que je sais, c'est que vous allez les voir. Et parce que ça fait beaucoup de travail. Je vous cache pas que c'est énormément de travail, mais je le fais avec énormément de plaisir parce que j'aime bien voir vos retours, vos likes et quand vous me dites que c'est un beau travail qui vous a plu. Donc, les marques, ça a l'air pas mal. Et on va se faire les modèles de chez Porsche. Donc, la suite! Bon, là les amis, on va parler d'un bordel gigantesque qui est le bordel des numéros de châssis de Porsche. Bon, moi je vous le donne, c'est un petit tips. Mais je vous le dis parce que s'il y a moyen, on va s'amuser, ça va être drôle. Je comprends pas comment ils ont fait leur système. En tout cas, ils ont créé le système pour que ça soit unifié, que tout le monde puisse exporter et importer des véhicules et bien sûr les authentifier grâce à une nomenclature bien claire. Maintenant, vous avez tous des numéros de châssis sur vos voitures. Ceux qui ont des voitures allemandes, en l'occurrence du groupe Volkswagen, vont pouvoir se rendre compte d'une certaine similitude. Et moi, ce que je vais essayer de vous expliquer dans ce qui va suivre, c'est comment s'organisent les numéros de châssis pour que vous puissiez les comprendre. Donc, en 1981, il y a la norme qui sort, et bien sûr ce qu'on appelle les Vehicle Identification Number, ce qu'on appelle la norme VIN, d'accord? Et elle est composée de 17 caractères. Ça arrive en 81 et tout le monde est obligé de se mettre à la norme, sinon tu vends plus tes merdes. On est d'accord? J'adore partir en vrille comme ça. Écoutez-moi. Donc, on va décomposer un numéro de châssis pour comprendre comment ça se passe. Ce que je vais vous dire, c'est pas des numéros ou des lettres, c'est des positions de caractères. On part du premier caractère jusqu'au 17e pour décomposer ce qui se passe. Donc vous avez les trois premiers caractères, 1, 2 et 3. En général, sur toutes les cartes grises des voitures allemandes, vous allez trouver WPO, qui sont les codes fabricants. W pour Allemagne, P pour Porsche, 0 pour les voitures et 1 pour les cahiers. Parce que 1, c'est un cahier. C'est pas une Porsche. D'accord? Ensuite, vous avez la position numéro 4, 5, 6. Qui sont en général composés de Z. C'est un triple Z, sauf aux États-Unis, parce que les États-Unis, ils n'aiment pas le Z. Bah, on va comprendre. Tout ça pour dire, la 6e position qui est le Z représente les équipements. S'il y a un 0, c'est qu'il y a des ceintures. S'il y a 2, c'est que c'est des airbags. Ou voir les deux. D'ailleurs, je sais pas, j'ai pas compris cette norme assez particulière. Je vais essayer d'enquêter plus tard et de vous dire ce qui se passe. Vous avez le 7e et le 8e caractère qui, eux, représentent les deux premiers chiffres du type du véhicule. En l'occurrence, si c'est le 91, ça sera la 911. Si c'est le 92, ça sera la 924. Si c'est, ça peut être 928 aussi, bien sûr. Par contre, si c'est 98, si c'est 96, on fait office à la 930. Il n'y a aucune logique dans ce putain de bordel de merde. Il n'y a pas de logique. C'est comme ça, tu l'acceptes, tu fermes ta gueule. 98, 99 font bien sûr référence à la Boxster et au Cayman. 9P représente le cahier. 9e position, c'est toujours un Z, quelle que soit la voiture. Parce que, bon, ils ont choisi que ce serait un Z et puis on n'en parle plus. La 10e position, c'est l'année de production. Là encore, c'est un gigantesque bordel. Tu as le H qui fait référence à 87, le J à 88, le N à 92, les années entre. Je sais pas. Et tu as le Y, à partir du Y, c'est 2009, c'est 2009, etc. Je sais pas, à la fois, c'est un coup c'est le premier nom, un coup c'est le dernier. Vas-y, va, débrouille-toi, tu fais comme tu veux. Ouf, là on arrive sur un numéro spécial. C'est le numéro 11. Le numéro 11 qui fait référence au site de fabrication. Quand je dis le site, c'est pas le pays, c'est l'usine, spécifiquement. Et là, tu vas avoir un bordel. Tu as le site de production. Et là, tu vas avoir 3 lettres possibles, soit le S, soit le N, soit le U. Le S, je te le carte. Comme si tu disais Casa, c'est connu. Après, tu as, t'en voir, bouge pas. Elle s'appelle Nickersloom. Nickersloom. Je connais, j'ai jamais vu cette ville sur une carte. Je savais même pas qu'il y a des gens qui ont nommé une ville comme ça. Nickersloom. Comment j'ai fait? C'est pour qui? Non, faut pas se moquer. Quoique Casablanca, c'est plus simple que les Cassos. Quand même, merde. Attends, bouge pas. Ouh, la suivante, elle est dangereuse. Si c'est U, c'est Ouzikampunki. Ils font chier avec leur nom de ville, c'est compliqué, hein. Ouzikampunki, tu habites où? Ouzikampunki. Oh, qu'est-ce que tu vas pas bien?
Ah, je rigole, je rigole. Deuxième position, bien sûr, c'est le troisième chiffre du type, de la série du type. C'est-à-dire, si c'est un 7, c'est Porsche Boxster 987. Là encore, obscur. Ou comme dit 12 par 7, mystère. D'accord. 13e, c'est la variable du type du moteur ou du numéro de châssis, ça dépend. 14e, 15e, 16e et 17e position, c'est le numéro de série allant de 001 à 9999. Et enfin, vous avez l'exemple que je vais vous donner pour illustrer ce que je suis en train de dire. Prenons l'exemple suivant. Essayez de... Je vais vous le mettre en bas, comme ça vous allez pouvoir suivre. WP0 triple Z 98 Z9U 72 triple quadruple X, pardon, pas triple, quadruple X. Dans ce cas-là, c'est quoi? C'est une Porsche Boxster Type S, modèle 2009, fabriquée dans la fameuse ville de Oukampunki ou Ouzikampunki. Voilà. Je sais, c'est compliqué. Mais c'est Porsche. C'est comme ça. La suite. En ce qui concerne les modèles de course, les amis, on va parler des modèles de course. Mais sauf que là, ils en ont fait une trentaine des modèles de course. Donc on va pas tous les énumérer. On va choisir 3 ou 4 modèles que je vais mettre en carrousel ou en voix off. Et je vais vous dire les noms des modèles. Je vais choisir les modèles les plus mythiques, avec les coloris les plus connus et avec l'histoire la plus connue. Comme ça, on va pas se taper les 30. Bien sûr, la liste est disponible sur Internet. Je vous mettrai des liens. Bien sûr les amis, on va commencer d'abord la tranche de bonheur par les voitures de course, dans les années 60, desquelles je vous ai parlé au tout début. Les F1, dans leur première version et itération, jusqu'aux modèles desquels je vous ai parlé, qui ont fait l'image iconique de Porsche. On parlera aussi également des voitures qui ont fait cette image dans tous les domaines et dans toutes les différentes catégories, y compris les 24 heures du Mans, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. On verra aussi des voitures qui ont fait aussi la reconnaissance de Porsche en termes d'endurance et de voitures de rallye. Et bien sûr, on pourra aussi admirer la Porsche qui a fait partie du Dakar, qui était censée à la base faire partie du groupe B, mais comme le groupe B a vu ses ardeurs calmer, elles ont été transformées pour un autre usage. En l'occurrence, les voitures qui ont été aussi également l'idole de Porsche dans les années fin des années 80, qui étaient les GT1 et les fameuses ALMS desquelles on a parlé. Et bien sûr, dans ce qui va suivre, on va voir une autre catégorie qui va être bien entendu une catégorie différente, qui sera la catégorie, je vous le donne en mille, des protos et autres délires qui ont été produits par Porsche. Ils n'ont peut-être pas vu le jour, mais ils ont été quand même pensés. En l'occurrence, on verra ici dans les images qui suivent, à partir du début des années 90, on verra tout d'abord le prototype de la coccinelle, qui a fait bien sûr la renommée de Volkswagen. On verra le type 64, qui a fait partie aussi des études de recherche en aérodynamique, et ses différentes itérations. Ici également quelques prototypes différents, dont la 908. Oui, vous me direz 0 au milieu, oui effectivement le problème s'est réglé à force avec Peugeot, ils ont discuté, ils avaient l'autorisation d'utiliser les 0 centrales dans différentes versions. Ici mon bon ami, tu verras la Tapiro, un prototype, et concentre-toi sur la voiture, pas sur autre chose. Elle n'a jamais vu le jour puisqu'elle n'a jamais été produite, mais elle a été pensée. Bien sûr, juste après, la Tag Turbo, équipée d'un moteur de Formule 1 dérivé de la Formule 1 de Niki Lauda. Le prototype de la Taycan, la Taycan. Bon, le prototype qui fait hommage à Moby Dick, c'est-à-dire la nouvelle 935 de course, qui a été acquise par Monsieur Manny Koshpin, une version dérivée du Gran Turismo qui était la Vision X, juste après la Vision 100X, qui désignera le futur électrique de Porsche, j'espère que ce ne sera pas le cas, et bien évidemment, ici différentes images magnifiques de cette voiture qui aurait mérité un beau V12, ou un V10, mais bon, ça c'est ce que moi j'en pense. Juste après, on va passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie de l'évolution du design des fameuses Porsche. On verra tout d'abord le modèle qui a inspiré toutes les Porsche, c'est-à-dire le fameux prototype T7. Juste après, le modèle qui est venu juste après, c'est-à-dire les années 70, le modèle 74-72, qui déjà est très joli, bien sûr avec le moteur le plus faible de 2 litres 2. Ici, l'ancêtre de la 930 qui va donner l'itération d'un modèle magnifique. Juste après, la SC, bien sûr, une jolie Porsche avec un bandeau arrière en guise de feu. La fameuse 991 qui va inaugurer, la 996 qui va inaugurer le nouveau style, la 997, et puis après on va repartir en arrière vers 992 et 991, jusqu'à la dernière itération qu'on verra aujourd'hui, qui fait partie du modèle qu'on connaît, qui circule dans nos rues. Bien sûr, je vous mets un petit carrousel de l'ensemble de l'évolution, les unes à côté des autres, pour voir comment ce design a pu évoluer durant les années, et sans changer la ligne directrice du fameux design. Alors juste après, c'est la catégorie des erreurs, et là c'est une catégorie qui pique un peu, parce qu'on va voir ce que Porsche a fait de pire. En l'occurrence la 914, comme je vous l'ai dit, bon moi je suis pas fan mais il y en a qui aiment. C'est un style, la 944, qui n'a pas très bien marché avec son moteur avant parce que c'était pas vraiment l'essence de Porsche. L'une qui aurait pu avoir une belle carrière, la 928, mais malheureusement, finalement elle n'a pas rencontré beaucoup de fans, la 944. Cette fois-ci dans sa dernière itération turbo.
pas très bien marché, et quelle horreur, le C88 qui était censé être la première berline de Porsche, heureusement qu'ils n'ont pas sorti cette ignominie, on dirait une Mitsu. Là on commence par le Cayenne aussi. On va voir l'histoire du Cayenne, qui a tout d'abord commencé comme un proto, et un vrai délire en l'occurrence. Ça a commencé par un Cayenne coupé 2 portes cabriolet. Là, je suis pas sûr qu'ils étaient validés par le comité. Hein. Bon, ça nous amène à la version la toute première, puis celles qui ont suivi, pour assurer que le Cayenne a été l'une des meilleures ventes de Porsche, et bien sûr un gros gars musclé dans la gamme qui lui donnait une certaine stature, plébiscité par les familles, tout le monde, les gens, y compris ceux qui font des go-fast. Ce qui nous amène à la catégorie suivante, bien sûr. Et là, on va parler de la Panamera. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si on dit là ou le Panamera. D'abord, le prototype, qui n'a pas vu le jour parce qu'elle était trop moche. Et parce que, heureusement qu'ils l'ont pas sorti, parce que c'était vraiment une sorte d'hybride entre un modèle de Porsche qui avait mal fini. Vous le disiez, bien sûr, la Porsche Panamera, heureusement qu'ils ne l'ont pas sorti comme ça, parce que franchement, l'État n'aurait pas fait grand-chose. Maintenant, la première itération, qui est finalement une belle voiture. Elle a mis du temps à s'imposer dans la tête des gens, mais était quand même une belle voiture. Les futures itérations de la 980 vont aller crescendo en améliorant le design et en affinant cette silhouette qui avait l'air un peu patose au début. Et elle va s'avérer être une très bonne voiture vu qu'elle va conquérir le cœur des pères de famille porchistes dans l'âme qui ont cherché une berline à la fois puissante et suffisamment spacieuse pour toute la famille. Bien sûr avec différentes variantes, différents modèles. Et on finit bien sûr cette catégorie en beauté avec cette dernière version qui est bien sûr plébiscitée par les go-fasters, pour arriver enfin à la catégorie des icônes et des dingueries qui ont été produites par Porsche. En l'occurrence la 550 Speeder qui a été connue par le fameux décès de l'acteur connu James Dean, la première 930 et sa première version, suivi bien évidemment de bien sûr l'incontournable 959 qui était un bijou de technologie pour l'époque avec des roues directrices à l'arrière, la Carrera GT qui a vu le décès de Paul Walker malheureusement, qui était un modèle magnifique, boîte manuelle pour un V10, la 918 Spider qui l'a suivi, studio, et bien sûr l'incontournable modèle du Dakar qui a vu récemment une nouvelle itération, qui est la nouvelle Dakar de collection, qui est partie bien sûr à 300 exemplaires rapidement vendus dans leur intégralité. Là les dingueries arrivent, la Flat Nose by Gambala sur base 930 Turbo, une dinguerie. Bien sûr la Carrera Targa qui a été une icône à son tour, qui a marqué les esprits. On voit aussi bien sûr la Widowmaker ou la faiseuse de veuve qu'on appellera 930 Turbo, qui était extrêmement dangereuse à conduire. Les Speedsters, qui ont créé un nouveau trend dans le monde des cabriolets. D'ailleurs, ils lui ont fait un hommage en créant la nouvelle version qui est ni plus ni moins que celle que vous voyez apparaître à l'écran. Magnifique voiture en série limitée. Juste après, on voit apparaître la version Targa Heritage qui elle aussi est une série limitée, c'est leur kiff en ce moment. La 918 Speeder qui était l'une des modèles les plus révolutionnaires de son époque avec le premier moteur hybride. L'incontournable GT1 qui se vend à plus de 5 millions d'euros en modèle de collection. La GT3 RS, l'incontournable avec son pack paysage célèbre qui fait d'elle l'une des reines du Nürburgring. La GT2 RS, sa grande sœur équipée d'un moteur de 700 chevaux. Et voilà pour conclure cette magnifique liste. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà les amis, j'espère que ce putain de long épisode sur Porsche vous aura plu. Hein. Ah ouais, il y a plein de trucs. Mais tout ça c'était pour vous expliquer pourquoi j'ai lancé cette série, c'est pour vous expliquer à quel point même les grosses sociétés avaient des fois des travers qu'il fallait retrouver et pouvoir mettre le doigt dessus pour comprendre ce qui se passe. C'était ce petit épisode sur Porsche comme je vous le disais, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la procédure comme d'habitude, je vais pas vous la rappeler. Like, partage, share, commentaire, bon ou mauvais, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Chez Morocars, on n'empêchera jamais personne de dire ce qu'il veut. Bien sûr, il faut rester dans les limites de la politesse pour que ça soit cool et tout. Ce que je vous demande, c'est d'aider la chaîne au maximum si vous aimez ce qu'on fait. Et puis encouragez-nous, hein. Plus vous partagerez, plus on pourra faire des trucs sympas. Comme je vous le disais, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude, là où vous êtes dans le monde. Et vous étiez avec Mehdi, votre ami sur Morocars, pour la fameuse série d'épisodes qu'on fait qui s'appelle Car Stories. Et comme je vous ai dit, je vous embrasse et je vous dis tchuss!